Et si l'amour que vous croyez le plus pur pouvait détruire tout ce que vous aimez? Lyon, printemps 1909. Dans une France encore marquée par les convenances, un père veuf retrouve enfin le goût du bonheur, sans imaginer que son propre fils éprouve les mêmes sentiments pour la femme qu'il s'apprête à épouser. Mais des décennies plus tard, une vieille photographie retrouvée dans un bureau poussiéreux révélera un secret si douloureux qu'il bouleversera la mémoire d'une famille entière. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique, inspirée de faits réels, une histoire de loyauté, de silence et de sacrifice que le temps n'a jamais effacé. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Cela nous aide énormément à faire connaître ces histoires humaines, pleines de leçons et d'émotions. Sur cette photographie prise à Lyon en 1909, 3 personnes sourient. Un père, son fils et la femme qui allait tout changer. Mais si vous regardez attentivement les yeux du jeune homme à droite, vous verrez quelque chose qui ne correspond pas au sourire. Vous verrez un secret qui entrait 3 vies jusqu'à la mort. Cette photo fut trouvée en 1953 dans le bureau d'un vieil homme solitaire, avec une phrase écrite au dos qui ferait pleurer quiconque connaîtrait la vérité. Mais pour comprendre pourquoi Lucien Durand garda ce portrait pendant 44 ans sans jamais se marier, nous devons retourner au printemps 1909, quand tout commença. Madeleine Rousseau avait 27 ans lorsqu'elle rencontra Étienne Durand lors d'une messe de charité organisée par l'association Notre-Dame de Fourvière. Elle portait une robe simple mais soignée, cousue par son père Alfred, un modeste tailleur du quartier Saint-Jean. Étienne, lui, était veuf depuis 5 ans. À 52 ans, ce commerçant respecté cherchait quelque chose qu'il n'osait avouer à personne. Il voulait simplement ne plus se réveiller seul dans le silence de sa grande maison vide. Madeleine remarqua d'abord ses mains. Des mains d'homme qui travaillaient, mais aussi qui lisaient. Étienne fut captivé par sa voix, douce mais assurée, quand elle parlait aux enfants pauvres du quartier. Selon le registre paroissial conservé aux archives municipales, ils se revirent 4 fois avant qu'Étienne n'ose demander la permission de la courtiser officiellement. Le code moral de l'époque exigeait qu'un veuf respecte au moins 1 an de deuil avant de fréquenter une autre femme. Étienne avait attendu 5 ans. Dans les semaines qui suivirent, Madeleine se surprit à apprécier sincèrement la compagnie de cet homme plus âgé. Il lui parlait de Balzac, de Zola, lui prêtait des livres de sa bibliothèque personnelle. Parfois, en prenant le nouveau tramway électrique qui traversait Lyon depuis 1894, elle se demandait si c'était vraiment de l'amour ou simplement de la reconnaissance. Sa mère, veuve elle aussi, avait sacrifié sa santé pour que Madeleine reçoive une éducation. Comment refuser cette chance d'une vie stable, honorable? Mais la nuit, elle ne dormait pas toujours bien. Une petite voix lui chuchotait qu'elle volait quelque chose qui ne lui appartenait pas. La jeunesse peut-être. Ou simplement le droit d'aimer quelqu'un de son âge. C'est en juin 1909 que tout bascula. Lucien Durand, le fils unique d'Étienne, rentra de Paris où il venait d'obtenir son diplôme de droit à la Sorbonne. La Gazette de Lyon publia même une petite annonce félicitant le jeune avocat. Étienne était si fier qu'il organisa un déjeuner pour présenter son fils à sa future belle-mère. Quand Lucien entra dans le salon familial ce dimanche de juin, Madeleine leva les yeux de son thé. Et pendant 3 secondes interminables, le monde s'arrêta. Ce n'était pas son visage qui la frappa. C'était la façon dont il tenait un livre sous le bras, la même façon qu'elle. C'était son regard légèrement perdu quand il cherchait ses mots. C'était tout ce qu'elle reconnut en lui, sans jamais l'avoir vu. Lucien, lui, sentit son cœur manquer un battement. Cette femme, assise à côté de son père, avait l'âge qu'aurait eu sa mère. Mais ce n'était pas sa mère. C'était quelqu'un qui le regardait comme personne ne l'avait jamais regardé. Étienne, heureux et inconscient, lança avec enthousiasme « Lucien, mon fils, voici Madeleine, la femme qui va redonner vie à cette maison. » Le déjeuner dura 2 heures. Ils parlèrent de Verlaine, de la nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts, de la politique française. Mais sous chaque mot se cachait autre chose. Quand Lucien mentionnait un poème, Madeleine baissait les yeux. Quand elle riait d'une remarque d'Étienne, Lucien serrait sa fourchette un peu trop fort.
À la fin du repas, Étienne dut s'absenter quelques minutes pour recevoir un fournisseur. Lucien et Madeleine restèrent seuls dans le salon. Le silence était si lourd qu'on entendait la pendule. Finalement, Lucien murmura « Mon père a l'air très heureux. C'était la première fois depuis la mort de ma mère. » Madeleine répondit simplement « Il mérite de l'être. » Puis elle ajouta, presque pour elle-même « Nous méritons tous d'être heureux, je suppose. » Lucien comprit à cet instant qu'elle ressentait exactement la même chose que lui, et que c'était précisément pour cela qu'il ne pouvait rien faire. Ce soir-là, allongé dans son ancienne chambre d'enfant, Lucien fit un cauchemar. Il rêva qu'il avouait tout à son père, et que le visage d'Étienne se décomposait lentement, comme une statue qui s'effrite. Il se réveilla en sueur à 4 heures du matin. De son côté, Madeleine ne dormit pas du tout. Elle resta assise près de la fenêtre de sa petite chambre du quartier Saint-Jean, regardant les toits de Lyon sous la lune. Elle pensa à sa mère qui dormait dans la pièce voisine, épuisée par des années de travail de couturière. Elle pensa à Étienne qui l'aimait avec une tendresse sincère. Et elle pensa à ce jeune homme qu'elle ne connaissait même pas, mais qui venait de faire s'effondrer toutes ses certitudes en 2 heures. Les semaines suivantes furent un supplice raffiné. Étienne, dans son bonheur innocent, voulait que son fils et sa future femme apprennent à se connaître. Il organisait des sorties, des promenades sur la place Bellecour, des dîners où Lucien était toujours invité. Chaque rencontre était une torture minutieuse. Madeleine développa un tic nerveux. Elle tortillait son mouchoir entre ses doigts chaque fois que Lucien entrait dans une pièce. Lucien, lui, ne pouvait s'empêcher de détourner le regard dès qu'elle le fixait, comme si ses yeux brûlaient. Étienne remarquait parfois ces petits gestes étranges, mais les attribuait à la timidité naturelle de 2 personnes qui apprennent à se connaître. Un soir d'août, après un dîner où le vin avait coulé généreusement, Lucien faillit tout avouer. Son père parlait avec animation de ses projets d'avenir, de petits-enfants qu'il espérait, d'une maison enfin remplie de rire. Lucien ouvrit la bouche, les mots sur le bout de la langue. « Père, je dois vous dire quelque chose d'horrible. » Mais Madeleine, assise en face de lui, secoua imperceptiblement la tête. « Non, pas ça, pas maintenant, pas jamais. » Lucien se leva brusquement, prétexta un malaise et sortit dans la nuit lyonnaise. Il marcha pendant des heures le long de la Saône, jusqu'à ce que l'aube colore le ciel. Quand il rentra, Étienne dormait. Mais sur la table, il trouva un mot de Madeleine, de son écriture soignée. « Merci de ne pas avoir parlé. » Certains silences sont des actes d'amour. Madeleine, elle, vivait son propre calvaire. Sa mère, Marie Rousseau, la questionnait sans cesse. « Tu es sûre de ce mariage, ma fille ? Tu sembles si pâle ces derniers temps. » Madeleine répondait toujours la même chose. « Je suis heureuse, maman. Monsieur Durand est un homme bon. » Mais la nuit, elle fixait le plafond, les yeux grands ouverts, comptant les heures jusqu'à l'aube. L'insomnie devint sa compagne quotidienne. Des témoignages retrouvés dans le journal intime de sa voisine, Madame Beaumont, mentionnent qu'on voyait souvent de la lumière à la fenêtre de Madeleine à 3 heures du matin. La société lyonnaise, elle, avait commencé à parler. Pas méchamment, mais avec cette curiosité insistante propre aux petites communautés bourgeoises. La différence d'âge entre Étienne et Madeleine faisait jaser. 25 ans d'écart, c'était beaucoup, même pour l'époque. Certaines dames, après la messe du dimanche, chuchotaient en regardant passer le couple. Il pourrait être son père. Madeleine entendait ces murmures et serrait les dents. Si seulement elle savait que le vrai problème n'était pas l'homme trop vieux qu'elle épousait, mais le fils trop jeune qu'elle ne pouvait s'empêcher de regarder. C'est dans ce contexte tendu qu'Étienne eut une idée qu'il croyait merveilleuse. Un matin de septembre, il annonça fièrement « J'ai pris rendez-vous chez l'atelier photographique Lumière pour un portrait de famille. Ce sera le premier souvenir officiel de notre nouvelle vie ensemble. Toi, moi et Lucien. Qu'en dis-tu, ma chère ?» Madeleine sentit son sang se glacer. Lucien, présent dans la pièce, pâlit visiblement. Mais comment refuser sans éveiller les soupçons? Madeleine murmura « C'est une très belle attention, Étienne. » Lucien ajouta d'une voix blanche
Bien sûr, père. Ce sera un honneur. Le rendez-vous fut fixé au 18 septembre 1909. Les ateliers Lumière, créés par les célèbres frères Auguste et Louis Lumière, étaient réputés dans tout Lyon pour la qualité exceptionnelle de leurs portraits. Le coût était considérable. 15 francs, l'équivalent du salaire hebdomadaire d'un ouvrier. Mais pour Étienne, rien n'était trop beau pour immortaliser ce moment. Les jours précédant la séance furent une agonie. Madeleine essaya sa robe de dentelle blanche une dizaine de fois, sans jamais être satisfaite. Elle savait que ce vêtement, choisi avec soin pour plaire à Étienne, serait porté en présence de Lucien. L'espartillo à la mode de 1909, avec sa forme en S qui cambrait douloureusement le dos, lui coupait le souffle. Mais peut-être était-ce juste l'angoisse qui l'étouffait. Lucien, de son côté, envisagea sérieusement de fuir Lyon avant la date fatidique. Il rédigea même une lettre à son père, expliquant qu'il avait reçu une offre urgente de travail à Marseille. Mais chaque fois qu'il relisait ces mots, il lui semblait lâche. Il finit par déchirer la lettre. Le 18 septembre arriva. Dans le fiacre qui les menait vers l'atelier Lumière, Étienne parlait joyeusement. Il avait même teint discrètement ses cheveux grisonnants la veille, espérant paraître plus jeune aux côtés de sa belle fiancée. Personne ne remarqua ce détail, sauf Madeleine qui sentit son cœur se serrer de compassion pour cet homme bon qui essayait tant de la mériter. L'atelier était impressionnant. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du jour. Le photographe, Monsieur Blanc, un homme méticuleux aux lunettes épaisses, les accueillit avec déférence. Il les installa soigneusement. Étienne à droite, debout, une main sur l'épaule de Madeleine qui était assise au centre. Lucien à gauche, également debout. « Monsieur le fils, un peu plus près de votre père, s'il vous plaît, » demanda le photographe. Lucien s'approcha. Sa main frôla accidentellement l'épaule de Madeleine. Ce contact d'une seconde fit passer une décharge électrique dans tout le corps de la jeune femme. Elle dut mobiliser toute sa volonté pour ne pas sursauter. « Parfait. Maintenant, souriez tous les trois. C'est un moment de bonheur après tout. » Étienne sourit largement, sincèrement. C'était vraiment un moment de bonheur pour lui. Dans quelques semaines, il épouserait cette femme magnifique. Son fils était là, diplômé, prêt à reprendre un jour les affaires familiales. La vie recommençait enfin. Madeleine força un sourire. Ses joues rosirent, non de joie, mais de honte. Elle pensait « Je suis une menteuse. Je suis assise entre deux hommes. J'en épouse un et j'en aime un autre. Quel genre de femme suis-je » Lucien essaya de sourire, mais ses yeux trahissaient tout. Sans le savoir, il dirigea son regard non vers l'objectif, mais légèrement vers Madeleine. Un regard intense, douloureux, impossible à dissimuler complètement. « Ne bougez plus !» ordonna Monsieur Blanc. Le magnésium explosa dans un flash aveuglant. L'image était capturée. Pour l'éternité, cette photo montrerait un père heureux, une future épouse au sourire tendu, et un fils dont les yeux racontaient une histoire que personne ne devait lire. En sortant de l'atelier, Étienne était ravi. Ce sera un souvenir magnifique. Je le ferai encadrer et l'accrocherai dans le salon. Nos futurs petits-enfants le verront un jour. Madeleine et Lucien échangèrent un regard furtif. Ils savaient tous deux que cette photo était un mensonge figé dans le temps. Une preuve photographique d'un bonheur impossible. 3 semaines avant le mariage prévu pour le 15 octobre 1909, Lucien prit la décision la plus difficile de sa vie. Il ne pouvait plus continuer. Chaque jour passé dans cette maison était une torture. Voir son père heureux le déchirait. Croiser Madeleine dans les couloirs le consumait. Il devait partir, même si cela signifiait briser le cœur d'Étienne. Un matin, après une nouvelle nuit sans sommeil où il avait encore rêvé qu'il avouait tout à son père, Lucien descendit au petit déjeuner avec une enveloppe à la main. Étienne lisait le journal, paisible. Madeleine, qui prenait désormais souvent ses repas avec eux, versait du café. « Père, » commença Lucien d'une voix qu'il essayait de contrôler, « j'ai reçu une proposition extraordinaire. Un cabinet d'avocats à Marseille cherche quelqu'un spécialisé en droit du travail. Le salaire est excellent et je crois que je dois accepter. » Étienne leva les yeux, surpris. « Marseille ? Mais tu viens juste de rentrer, et le mariage est dans 3 semaines.
Tu es le témoin, Lucien. Comment peux-tu... Je sais, père. Je sais. Mais c'est l'opportunité de ma vie. Si je refuse, ils offriront le poste à quelqu'un d'autre. Le mensonge était parfait parce qu'il contenait une part de vérité. Lucien avait effectivement été contacté par un petit cabinet marseillais des mois auparavant. Mais il avait refusé. Aujourd'hui, il envoyait un télégramme urgent pour savoir si l'offre tenait toujours. Madeleine, immobile près de la table, sentit ses jambes trembler. Elle comprit immédiatement. Lucien partait à cause d'elle. À cause d'eux. Et elle ne pouvait rien dire, rien faire, sinon regarder cet homme détruire sa relation avec son père pour sauver l'honneur de tous. Étienne était blessé. Son visage, habituellement si ouvert, se ferma. Depuis que sa mère est morte, murmura-t-il avec amertume, tu t'éloignes de plus en plus. J'espérais que ce mariage, cette nouvelle famille... Il ne finit pas sa phrase. Lucien baissa les yeux. Ce n'est pas ça, père. C'est juste que je dois construire ma propre vie. Sans même assister au mariage de ton père? Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Lucien se leva brusquement. Je pars après-demain. Je suis désolé. Il quitta la pièce sans regarder Madeleine. Cette nuit-là, Madeleine ne put supporter l'idée que Lucien parte en les haïssant tous les deux. Elle écrivit une lettre. Une seule lettre, qu'elle glissa sous la porte de la chambre du jeune homme à 2 heures du matin. Elle n'écrivit que quelques lignes. Vous faites ce qui est juste. Votre père ne le comprend pas maintenant, mais un jour, peut-être, il saura que vous l'avez aimé plus que tout. Je vous en supplie, ne nous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Vivez. Lucien trouva la lettre à l'aube. Il la lut et la relut jusqu'à ce que les mots se brouillent devant ses yeux embués de larmes. Puis il la brûla dans la cheminée de sa chambre. Aucune trace ne devait subsister. Le départ fut horrible. Étienne l'accompagna jusqu'à la gare de Perrache, mais resta distant, froid. Sur le quai, au moment où le train pour Marseille sifflait, le père et le fils se serrèrent la main. Pas d'embrassade, pas de mots tendres. Juste 2 hommes séparés par un malentendu que l'un ne pouvait expliquer et que l'autre ne pouvait comprendre. Le train s'éloigna. Lucien regarda Lyon disparaître par la fenêtre, et avec elle, tout ce qu'il aimait. Il avait 24 ans et sentait qu'il venait de vieillir de 20 ans en quelques semaines. Le mariage eut lieu comme prévu le 15 octobre 1909, à la mairie du 2e arrondissement de Lyon. Le registre municipal conserve toujours la signature de Madeleine Rousseau et d'Étienne Durand, côte à côte, légèrement tremblante. La cérémonie fut discrète. Quelques amis, la famille de Madeleine, des collègues commerçants d'Étienne. Mais le témoin du marié, celui qui aurait dû être Lucien, fut remplacé au dernier moment par le voisin, Monsieur Gauthier. Madeleine portait une robe crème, simple mais élégante. Quand elle prononça le oui, elle pensa à Lucien quelque part dans un train, seul. Elle pensa aussi à sa mère dans l'assemblée, qui pleurait de joie. Elle pensa à Étienne qui la regardait avec tant d'amour sincère. Et elle se dit qu'elle ferait de ce mariage quelque chose de bien. Elle le devait. Les 3 années qui suivirent furent étranges. Madeleine apprit à aimer Étienne différemment. Pas avec la passion dévorante qu'elle avait ressentie fugacement pour Lucien, mais avec une tendresse profonde, une complicité intellectuelle, un respect mutuel. Étienne lui lisait des poèmes le soir. Ils prenaient le tramway ensemble pour aller au théâtre. Il lui apprenait les affaires, elle lui apprenait à rire à nouveau. Mais l'insomnie de Madeleine persista. Certaines nuits, elle se levait et allait regarder la photo de 1909 qu'Étienne avait effectivement fait encadrer et accrocher dans le salon. Elle fixait le visage de Lucien, ce regard qu'il avait eu ce jour-là, et se demandait où il était, s'il pensait encore à eux. Lucien, à Marseille, s'était jeté dans le travail. Contrairement à ce qu'il craignait, il découvrit une vraie passion pour le droit des travailleurs. Il défendait des dockers exploités, des ouvrières d'usine payées une misère. Les premiers mois furent difficiles. Il perdit plusieurs procès, se heurta à l'hostilité des patrons, dormait dans une chambre minuscule. Mais petit à petit, il se bâtit une réputation d'avocat intègre et tenace. Il ne rentra jamais à Lyon. Pas une seule fois en 3 ans.
Il écrivait à son père une lettre par mois, courte, factuelle. Étienne répondait, tout aussi brièvement. Entre les lignes, on sentait une blessure qui ne guérissait pas. À Lyon, Étienne vieillissait bien. Il riait davantage, dormait mieux. Madeleine avait vraiment apporté de la lumière dans sa maison. Mais parfois, tard le soir, il regardait la chaise vide où Lucien s'asseyait autrefois, et un voile de tristesse passait sur son visage. « Pourquoi mon fils me fuit-il » demandait-il parfois à Madeleine. « Qu'ai-je fait de mal ?» Madeleine répondait toujours la même chose. « Vous n'avez rien fait de mal. Lucien construit sa vie. C'est normal pour un jeune homme. » Mais dans son cœur, elle portait le poids terrible de savoir la véritable raison. L'hiver 1912 fut particulièrement rigoureux à Lyon. En février, Étienne attrapa un mauvais rhume après une livraison sous la pluie glacée. Le rhume se transforma en toux persistante, puis en fièvre. Madeleine le soigna jour et nuit, changeant les compresses, préparant des tisanes, veillant sur son sommeil agité. Début mars, le médecin diagnostiqua une pneumonie. À cette époque, avant les antibiotiques, c'était souvent une condamnation à mort pour un homme de 55 ans. Étienne fut transporté à l'hôpital de la Croix-Rousse. Les registres médicaux indiquent qu'il fut admis le 8 mars 1912 avec une forte fièvre et des difficultés respiratoires. Madeleine envoya immédiatement un télégramme à Marseille. « Votre père très malade. Pneumonie. Venez vite. » Elle signa simplement « Madeleine ». Lucien reçut le message le lendemain. Il lut et relut les quelques mots. Puis il boucla une valise et prit le premier train pour Lyon. Durant tout le trajet, il pria pour arriver à temps, pour pouvoir dire à son père qu'il l'aimait, pour obtenir son pardon, même sans pouvoir expliquer pourquoi. Lucien arriva à Lyon le 12 mars 1912 au soir. Il n'avait pas revu la ville depuis 3 ans. Tout lui sembla à la fois familier et étranger. Il se rendit directement à l'hôpital de la Croix-Rousse, le cœur battant si fort qu'il avait du mal à respirer. Dans le couloir du service de médecine, il aperçut Madeleine. Elle était assise sur un banc de bois, les mains jointes sur les genoux, le visage marqué par la fatigue. Quand elle leva les yeux et le vit, quelque chose passa entre eux. 3 ans s'effacèrent en 1 seconde. « Il est conscient ?» demanda Lucien sans préambule. « Par moments. Il vous a réclamé hier. Il a dit votre nom plusieurs fois. » Lucien entra dans la chambre. Ce qu'il vit lui brisa le cœur. Son père, autrefois si robuste, semblait avoir rétréci. Sa peau était grise, sa respiration difficile et sifflante. Mais quand il entendit des pas, Étienne ouvrit les yeux. « Lucien, » murmura-t-il d'une voix rauque, « tu es venu. » Lucien s'agenouilla près du lit et prit la main de son père. « Bien sûr que je suis venu, père. » Ils restèrent ainsi un long moment, en silence. Puis, Étienne dit quelque chose qui stupéfia Lucien. « Je sais pourquoi tu es parti. » Le sang de Lucien se glaça. « Quoi ? Je ne suis pas stupide, mon fils. J'ai vu comment tu la regardais. Comment elle te regardait. Lors de cette séance photo. » Lucien sentit le monde s'effondrer. « Père, je... » Mais Étienne secoua faiblement la tête. « Ne dis rien. Écoute-moi. J'avais le choix. Je pouvais être jaloux, en colère, ou je pouvais choisir de vous protéger tous les deux. Tu as fui pour ne pas me trahir. Elle est restée pour ne pas me briser. Vous avez tous les deux sacrifié votre bonheur pour le mien. » Les larmes coulaient maintenant sur les joues de Lucien. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ne le sois pas. Elle est une bonne épouse. Elle m'a rendu mes dernières années heureuses. Mais quand je serai partie, promets-moi... » La toux l'interrompit violemment. Madeleine entra précipitamment. Elle vit Lucien en larmes et comprit qu'Étienne avait parlé. Étienne fit signe à Madeleine d'approcher et prit sa main dans celle qui tenait déjà celle de Lucien. « Promettez-moi tous les deux de ne pas gâcher vos vies avec la culpabilité. Promettez-moi de vivre, même si ce n'est pas ensemble. Vivez, père. Non, vous allez guérir, » plaida Lucien. Mais Étienne ferma les yeux, épuisé par l'effort. L'infirmière entra et demanda doucement au visiteur de laisser le malade se reposer. Dans le couloir,
Lucien et Madeleine se retrouvèrent seuls. Ils savaient, chuchota Lucien, encore sous le choc. Depuis le début, je crois, répondit Madeleine. Il était plus sage que nous ne le pensions. Étienne Durand mourut le 14 mars 1912 à 6 heures du matin. Le certificat de décès, signé par le docteur Mercier, mentionne une pneumonie aiguë compliquée d'insuffisance respiratoire. Il avait 55 ans. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, par un après-midi pluvieux de mars. Le cortège traversa Lyon sous des trompes d'eau. Madeleine, vêtue de noir, marchait droite malgré la douleur. Elle avait vraiment aimé cet homme, à sa façon. Lucien, à côté d'elle, était méconnaissable. 3 ans d'exil à Marseille l'avaient amaigri, durci. Il semblait avoir 40 ans au lieu de 27. À l'église, puis au cimetière, ils ne se parlèrent pas. Trop de monde les observait, trop de convenances à respecter. Mais leurs regards se croisaient parfois, lourds de tout ce qui ne pouvait être dit. La veillée funèbre se déroula dans la maison familiale. Des voisins, des commerçants, des connaissances défilèrent pour présenter leurs condoléances. Vers 22 heures, les derniers invités partirent. La maison se vida lentement. Il ne resta plus que Madeleine et Lucien. Madeleine monta se changer dans sa chambre. Quand elle redescendit, en robe sombre mais sans le voile de deuil, elle trouva Lucien dans le bureau d'Étienne. Il était debout devant la photo de 1909, cette maudite photo qui avait tout capturé sans rien révéler. Une seule lampe à huile éclairait la pièce. Dehors, la pluie tambourinait contre les vitres. L'odeur de cire et de vieux livres imprégnait l'air. Madeleine entra sans bruit. Lucien ne se retourna pas, mais il sentit sa présence. Il était un homme bon, dit Madeleine doucement, et je l'ai aimé à ma façon. Je sais, répondit Lucien. Je l'ai vu. Un long silence. Puis Madeleine ajouta, d'une voix à peine audible, « Mais vous avez été la seule fois où j'ai senti... » Elle ne put finir. Lucien se retourna enfin. Leurs regards se rencontrèrent dans la pénombre. « Moi aussi, » dit-il simplement. « Et c'est précisément pour cela que je suis partie. » Madeleine s'avança jusqu'à se trouver près de lui, devant la photo. « Il m'a dit, sur son lit de mort, que vous étiez parti à cause de moi. Il m'a demandé de veiller sur vous comme il n'avait pas su le faire. » Lucien ferma les yeux. Même mourant, il pensait à nous protéger. Oui. Et vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que notre silence, notre sacrifice, tout cela n'a pas trahi son amour. Cela l'a honoré. Ces mots libérèrent quelque chose en Lucien. Les larmes qu'il retenait depuis 3 ans jaillirent enfin. Il pleura pour son père, pour Madeleine, pour lui-même, pour tout ce gâchis magnifique et terrible. Madeleine, sans réfléchir, le prit dans ses bras. Ce n'était pas un geste d'amour romantique, mais de compassion profonde, de compréhension mutuelle. 2 naufragés qui se retrouvent brièvement sur le même rivage. Ils restèrent ainsi quelques minutes, puis Madeleine se détacha doucement. « Je vais partir, Lucien. Je vais quitter Lyon. »« Où irez-vous ?»« À Dijon. Un pensionnat cherche une enseignante. J'ai reçu une lettre de recommandation du pensionnat Sainte-Marie avant qu'Étienne tombe malade. Je crois que c'est le moment. »« Et nous ?» demanda Lucien, sachant déjà la réponse. « Il n'y a pas de nous. Il ne peut pas y avoir de nous. Votre père nous a libérés de la culpabilité, mais pas de la réalité. Vous êtes son fils. J'étais sa femme. Certaines frontières ne peuvent être franchies, même après la mort. » Lucien acquiesça. Il comprenait. « Alors vivons, comme il nous l'a demandé. Chacun de notre côté, mais en vivant vraiment. Oui. Vivez la vie qu'il rêvait pour vous. Devenez l'homme qu'il espérait. Et moi, je trouverai ma voie. » Ils se regardèrent une dernière fois. Madeleine tendit la main et toucha doucement la joue de Lucien. Puis elle se détourna et quitta la pièce. Lucien entendit ses pas dans l'escalier, le grincement de la porte de sa chambre qui se fermait. Il resta seul dans le bureau, face à la photographie. 3 visages qui souriaient, un secret qui resterait caché pour toujours. Il prit la photo dans ses mains et, au dos,
lut pour la première fois une inscription qu'il n'avait jamais remarquée. C'était l'écriture de son père. Lyon, 18 septembre 1909. Le début d'une nouvelle vie. Lucien sourit tristement. Oui, une nouvelle vie. Mais pas celle qu'Étienne imaginait. Le lendemain du funéral, Madeleine quitta Lyon avec une seule valise. Elle prit le train pour Dijon, où elle devint enseignante au pensionnat Sainte-Marie, une institution pour jeunes filles de familles modestes. Les archives du pensionnat conservent encore aujourd'hui des témoignages d'anciennes élèves qui se souvenaient de Mademoiselle Rousseau, cette professeure au regard mélancolique qui parlait de littérature avec une passion bouleversante. Madeleine ne se remaria jamais. Elle canalisa tout ce qu'elle avait en elle, tout cet amour impossible, dans l'éducation de ces jeunes orphelines. Elle leur apprenait à lire Verlaine et Hugo, mais surtout à être fortes, à faire des choix difficiles, à vivre avec leurs décisions. Certaines nuits, elle pensait encore à Lyon, à deux hommes qui avaient marqué sa vie de façon si différente. Mais elle ne regrettait rien. Elle avait vécu avec dignité. Lucien retourna à Marseille. Il s'investit encore plus profondément dans le droit du travail, défendant les ouvriers avec une ferveur qui impressionnait ses confrères. Petit à petit, il devint l'un des avocats les plus respectés du sud de la France. Son combat n'était pas seulement professionnel, c'était sa manière de donner un sens au sacrifice qu'il avait fait. Si je ne peux pas être heureux, au moins puis-je être utile, écrivit-il un jour dans son journal personnel. Il eut des propositions de mariage. Des femmes intelligentes, belles, qu'il admirait. Mais chaque fois, quelque chose le retenait. Ce n'était pas qu'il attendait Madeleine. Il savait que ce chapitre était fermé. C'était plutôt qu'après avoir connu un amour aussi intense, même inaccompli, tout le reste lui semblait fade. Les années passèrent. Lucien et Madeleine ne se revirent jamais. Ils n'échangèrent jamais de lettres. Ce silence était leur dernier cadeau l'un à l'autre, la preuve finale de leur respect mutuel et de leur amour pour Étienne. La photo de 1909 resta toujours sur le bureau de Lucien. Où qu'il déménage, elle le suivait. Ses rares visiteurs lui demandaient parfois qui étaient ces personnes. Il répondait invariablement « Mon père est la femme qu'il a le plus aimée ». C'était vrai, d'une certaine façon. En 1953, Lucien Durand mourut paisiblement dans son sommeil à Marseille. Il avait 68 ans. Son neveu, le fils de la sœur d'Étienne, vint vider l'appartement. C'est lui qui trouva la photo encadrée, toujours à la place d'honneur sur le bureau. En la retournant pour voir s'il y avait une date, il découvrit quelque chose d'étrange. Sous l'inscription originale de son grand-oncle Étienne, Lyon, 18 septembre 1909. Le début d'une nouvelle vie, il y avait une autre phrase, ajoutée des années plus tard, dans l'écriture tremblante d'un vieil homme. Certains sourires cachent des drames que le temps n'efface pas. Le neveu ne comprit jamais vraiment ce que cela signifiait. Il ramena la photo à Lyon et la plaça dans un album de famille, parmi d'autres souvenirs. Elle y est encore aujourd'hui, dans le grenier d'une maison du quartier de la Croix-Rousse, conservée par les descendants lointains de la famille Durand. Parfois, lors des réunions familiales, quelqu'un tombe sur cette vieille photographie et demande « Qui sont ces gens ?» Et on répond « Un arrière-grand-oncle, son père et la seconde épouse de celui-ci. Une photo de famille, rien de plus. » Mais si vous regardez attentivement, si vous observez vraiment les yeux de ces trois personnes, vous verrez ce que le photographe captura sans le savoir en 1909. Vous verrez un père qui sourit avec un bonheur sincère, ignorant tout. Vous verrez une femme dont le léger rougissement n'est pas de joie mais de honte secrète. Et vous verrez un jeune homme dont le regard, imperceptiblement tourné vers elle, raconte une histoire d'amour impossible, de sacrifice silencieux et de loyauté déchirante. L'histoire de Madeleine, Étienne et Lucien n'est pas celle d'une trahison. C'est celle d'un amour si profond qu'il a choisi le renoncement plutôt que la destruction. C'est l'histoire de trois personnes qui, chacune à leur manière, ont aimé assez fort pour laisser partir. Madeleine mourut en 1948 à Dijon, entourée d'anciennes élèves devenues femmes qui vinrent lui dire adieu. Elle avait passé 36 ans à enseigner, à former des générations de jeunes filles à être courageuses. Dans ses affaires personnelles, on ne trouva qu'une seule lettre, jamais envoyée, adressée à Lucien. Elle disait simplement «
J'espère que vous avez trouvé la paix. Moi, je l'ai trouvée ici, en aidant d'autres à grandir. Notre silence n'était pas une prison, mais une libération. Merci. Cette lettre non envoyée rejoint toutes ces choses que nous gardons en nous, ces vérités que nous portons seuls, parce que certains mots n'ont pas besoin d'être prononcés pour être entendus. La photo de 1909, dans son cadre ancien, continue d'exister. 3 sourires pour l'éternité, 3 vies entrelacées, dans un moment figé. Et sous la poussière du grenier lyonnais, l'inscription de Lucien rappelle à quiconque la découvre une vérité universelle. Parfois, les plus grands actes d'amour sont ceux que personne ne voit. Parfois, le vrai courage n'est pas de conquérir, mais de renoncer. Et parfois, les sourires les plus lumineux cachent les drames les plus profonds, ceux que le temps n'efface jamais vraiment, mais qu'il transforme lentement en sagesse. C'est cela, l'héritage de cette photographie. Non pas une histoire de scandale ou de passion interdite, mais une leçon sur la noblesse du sacrifice, sur la dignité du silence, et sur la manière dont l'amour véritable, même impossible, peut donner un sens à toute une vie. Et vous, si vous regardez les photos de votre propre famille, peut-être découvrirez-vous que derrière certains sourires se cachent aussi des histoires jamais racontées, des choix impossibles, des amours tus. Car c'est ainsi que les humains traversent le temps, en portant leurs secrets avec grâce, en transformant leur douleur en quelque chose de beau, et en souriant pour la photo, même quand leur cœur saigne en silence. Avant de conclure, souvenons-nous de ce que cette histoire fictionnelle inspirée de faits réels nous enseigne. Parfois, aimer signifie se taire. Parfois, protéger ceux qu'on aime exige plus de courage que les grandes déclarations. Et parfois, le véritable amour n'est pas celui qu'on vit, mais celui qu'on préserve. Et vous, que feriez-vous si aimer quelqu'un menaçait de détruire une autre vie? Croyez-vous qu'on puisse vraiment tourner la page d'un amour impossible? Pensez-vous que le silence puisse être une forme de loyauté? Écrivez le mot « renoncement » dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous écoutez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille. Un secret, un amour, un souvenir, qui pourrait inspirer de nouvelles histoires sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, laissez un j'aime, activez la cloche et partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi la beauté de ces destins oubliés. Cliquez sur la carte finale pour découvrir la prochaine histoire.